Salut, ici Dan Charlie, General Manager du cabinet KBFEC, cabinet de référence, cabinet leader en formation présentielle et en formation en ligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module portant sur la mise en place d'une organisation comptable, la mise en place d'une comptabilité au sein d'une entreprise. Il est important de savoir comment la comptabilité est mise en place dans une entreprise. Comment le squelette même de l'entité est mis en place. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Le présent module ici a pour objectif de présenter les règles et techniques à appliquer pour, d'une part, procéder à l'enregistrement comptable des principales opérations réalisées au sein d'une entreprise. Cela suggère que lorsque nous mettons en place le manuel d'organisation, cela a pour objectif de pouvoir bien enregistrer les opérations comptables et cela conformément aux principes comptables. Alors, laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle d'organisation comptable, il y a des documents de gestion que nous avons l'habitude d'utiliser, tels que le manuel d'organisation, descriptif des postes et des tâches, le manuel des procédures administratives, financières, budgétaires et comptables. Et mettre en place une organisation comptable consiste à aussi avoir un regard sur les traitements comptables et cela conformément aux réglementations comptables. Et en termes de réglementation comptable, on parle de principes. Mais aujourd'hui, avec l'ère du 6 quadra révisé, nous ne parlons plus de principes, nous ne parlons même plus de société, nous ne parlons même plus, de coopérative et autres, mais on parle désormais d'entité. Alors, comme je vous l'ai signifié, on ne parle plus de principes, mais on parle de postulats et conventions comptables. Et en termes de postulats et conventions comptables, il y a le postulat de l'entité, il y a le postulat de la comptabilité des engagements, il y a le postulat de la spécialisation des exercices, le postulat de la permanence des méthodes, le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est quoi les postulats et les conventions? Les postulats et les conventions ne sont rien d'autre que les principes, mais de façon déguisée. Vous allez voir que dans les postulats, il y a, à titre d'exemple, le postulat de la spécialisation des exercices qui existait en tant que principe dans le temps. Mais aujourd'hui, cela a été mis en postulat. Les postulats, ils définissent en réalité le champ du modèle comptable. Ce sont des principes qui sont acceptés sans démonstration, mais cohérents avec les objectifs visés. C'est tout. Alors, en termes de convention, nous avons la convention du coût historique. Par convergence, cela existait en tant que principe. On a la convention de prudence. Par convergence, cela existait en tant que principe. On a la convention de régularité et de transparence. Par correspondance, ça existait aussi. La convention de correspondance du bilan de clôture et du bilan d'ouverture, ici, qui dit que les soldes de fin d'exercice doivent correspondre aux soldes de début d'exercice. La convention de l'importance significative. Alors, il est important pour chaque praticien financier et comptable de maîtriser ces choses. En termes de principe, je vais vous parler du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique qui dit que les biens qui ont été acquis par baillant doivent être inclus dans le patrimoine comme si vous en êtes propriétaire. Voilà. Alors que juridiquement, le propriétaire est économiquement, alors que juridiquement, vous n'êtes pas le propriétaire. Alors, la convention du coût historique. Au niveau de la convention du coût historique, antérieurement, était appelé principe du coût historique. Cette convention dit que les biens entrent à leur valeur d'entrée et sortent à leur valeur d'entrée. Et cela est plus rattaché sur les immobilisations. Voilà. Alors, l'organisation comptable doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures, de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure et puis à la fois d'aide à la décision, outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que quand vous avez la comptabilité, on doit se servir de cette comptabilité pour pouvoir prendre des décisions. Alors, la comptabilité s'appuie des fois sur ce qu'on appelle les systèmes informatiques de gestion. Et comme système informatique de gestion, nous en dénombrons le logiciel Césari comptable, le logiciel Césari paye, le logiciel Césari gestion commerciale, le logiciel caisse décentralisée, le logiciel Trompo, le logiciel Orion, le logiciel SAP, le logiciel QuickBook, autant de logiciels. Mais la majorité des logiciels n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Ce qui est vraiment utilisé le plus généralement, c'est le logiciel Césari comptabilité qui génère la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire. Le logiciel Césari Paye qui génère la comptabilité RH et Paye qui prend en compte depuis l'embauche de l'employé jusqu'au licenciement de l'employé. Il prend en compte toute cette fine partie de la RH.
Alors, ces logiciels-là comportent des boutons au bout duquel vous pouvez générer ce qu'on appelle des écritures, telles que des écritures de la caisse. C'est-à-dire, quand vous prenez d'utiliser ces logiciels, vous pouvez générer les écritures de la caisse, les écritures de la facturation, les écritures du suivi budgétaire. Alors, au niveau du siège de l'entreprise, on dispose des fois d'un réseau informatique, d'un serveur, des postes appelés postes clients, des postes appelés postes serveurs. Vous allez voir que dans un service, lorsqu'il y a plusieurs comptables, il y a lieu de pouvoir dédier, des tâches compatibles avec chaque comptable. Tous les comptables ne doivent pas faire la même activité. Tous les comptables ne doivent pas faire les mêmes choses de façon routinière. Ils doivent décentraliser les tâches. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez plusieurs comptables, il doit y avoir un comptable qui se charge de l'achat, un comptable qui se charge de la vente, un comptable qui se charge de la caisse, un comptable qui se charge de la banque. Et c'est dans le même titre que les postes doivent être subdivisés. Il doit y avoir un poste qui est dédié comme serveur et d'autres postes dédiés comme clients. Alors, ces postes clients-là devront être utilisés par des personnes praticiennes de la finance et de la comptabilité appelées comptables ou financiers qui, lorsqu'ils passent ces écritures viennent se déverser sur le paramétrage informatique qu'on a déjà fait préalablement sur le serveur. Je ne sais pas si vous entendez. Vous avez 5 postes. On peut décider de prendre un poste comme serveur et les 4 autres postes comme poste client. Donc, du coup, quand le poste A, le poste B, le poste C, le poste D se connectent, cela vient se déverser sur le poste E. Voilà, c'est à travers l'informatique. Il y a lieu de pouvoir sécuriser les données. Si vous ne sécurisez pas les données, vous n'êtes pas à l'abri du piratage. Et c'est très important. Je vais vous, sans plus tarder, vous parler de ce point-là. Voilà, la sécurisation en termes des données. Même lorsque vous utilisez votre logiciel, vous devez le sécuriser. Que ce soit le SARI comptabilité, que ce soit le SARI paye. Et il y a la manière de sécuriser. Il est fondamental de sécuriser les données afin de s'assurer de la fiabilité et de la disponibilité des informations financières et comptables. C'est très important. Dans un souci de garantie une sécurité maximale, un module des utilitaires est utilisé. La plupart, lorsqu'il y a des vols ou bien il y a des cas de piratage, il y a forcément une piste d'audit qui permet de remonter l'information. Comme le cas qui s'est passé dans une banque, je vais donner un titre d'exemple, dans une banque où la caissière a eu à faire une erreur en termes de validation. Au lieu de payer 91 000, elle a eu à payer 910 000. Alors, la fin était camouflée entre le personnel. Mais des mois ultérieurs, il y a eu une mission d'audit qui est venue faire le contrôle. Et cette mission d'audit a fait ce qu'on appelle la remontée d'informations. Cette mission d'audit a fait ce qu'on appelle le rappel des historiques parce que tout est informatisé et tout est pris en compte. Vous allez voir que dans la plupart des banques, lorsque même il y a une erreur, cela suit ce qu'on appelle une procédure. Vous devez aller à valider auprès de votre supérieur hiérarchique qui doit s'enquérir à savoir pourquoi vous avez fait cette erreur. Parce qu'il s'agit du traitement des données. Donc, sécuriser vraiment les données, c'est très important. Alors, pour sécuriser, voici ce qui est recommandé. La base de données doit être sauvegardée sur un disque dur externe parce que nous avons des fois dans notre ordinateur des disques durs internes. Donc, nous devons avoir un disque dur externe qui est rangé en lieu sûr. Ce qui est recommandé, c'est vraiment de le faire chaque fin de journée parce que chaque jour suffit à peine. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Il a même conseillé de stocker ces copies dans un bâtiment autre que le lieu de travail. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et vous sauvegardez dans le même lieu de travail. Vous partez à la maison le lendemain, on vous dit qu'il y a incendie. Qu'est-ce que vous faites? Vous aurez tout perdu et c'est game is over. J'ai dit bien quoi? Game is over. Donc c'est pour prévenir les risques de vol, les risques de catastrophe. Il peut y avoir vol, il peut y avoir catastrophe, il peut y avoir inondation, il peut y avoir incendie. Donc vous sauvegardez dans un 18 externe. Que ce 18 externe soit sécurisé ailleurs, dans un autre bâtiment, soit à la maison chez vous. Même à la maison chez vous, il y a toujours risque. Le risque, il est partout. Même en marchant par un risque, quelque chose peut tomber sur vous. Mais que Dieu vous garde. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Juste pour vous donner la pertinence de ce qu'on appelle un risque. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas prévu, qui arrive. Alors, la sauvegarde permet, en cas de problème sur le matériel, de reprendre les traitements. C'est tout. Ça permet de reconstituer les données. Ça permet de reconstruire.
les données. Vous voyez, les thèmes que j'utilise sont des thèmes techniques reconstitués et reprendre, je l'ai dit. Il arrive des fois aussi qu'il y a des index sur les ordinateurs, c'est-à-dire des boutons qui font des rappels, voilà, de matériel. Je sais que cela existe au niveau du SARI comptabilité, SARI paye. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de travailler, il y a interruption de l'électricité, il y a cette possibilité de se faire ce qu'on appelle la maintenance. Il y a cette possibilité de faire ce qu'on appelle la maintenance. La maintenance permet de reconstituer les données, les traitements comptables. Voilà. Alors, pour ce qui est de la sécurité, c'est ça. Alors, la gestion rigoureuse des mots de passe doit être faite aussi. Une personne peut s'arrêter à côté de vous et prendre le temps de vraiment maîtriser les différents mots de passe, chaque bouton que vous appuyez. C'est-à-dire que la personne regarde à titre de réflexe la manière dont vous appuyez par la droite, la manière dont vous appuyez par la gauche et savoir à quelle lettre que vous appuyez pour faire très attention. Lorsqu'on ne joue pas avec les mots de passe, même lorsque vous avez vos mots de passe de guichet automatique, au niveau des cartes magnétiques, ne vous amusez pas avec ça. Il s'agit de votre carrière, il s'agit de votre vie. Parce qu'en cas de problème, c'est vous qui serez le responsable. Donc, il est recommandé de pouvoir changer le mot de passe de façon périodique. Certains le font chaque mois, d'autres le font chaque 3 mois, certains le font chaque année, ce qui n'est pas vraiment bon. Il est important de le faire chaque 3 mois. Chaque 3 mois, vous changez le mot de passe. C'est vraiment très important. Alors, on va poursuivre avec un autre point qu'on appelle les obligations comptables. Nous sommes dans l'aspect de mise en place d'une organisation comptable. En termes d'obligations comptables, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le livre journal. Le livre journal, c'est un peu le document là où nous enregistrons les écritures. Quand vous utilisez un logiciel de gestion, peu importe le nom et qui ne se ressemble pas, il y a ce qu'on appelle le livre journal. Dans quel journal passer les écritures? Alors, sur les bancs, à l'école, on nous apprend que le livre journal, il est destiné à enregistrer dans un ordre chronologique et opération par opération tous les mouvements des comptes. Voilà, de façon chronologique, selon leur coût historique, c'est-à-dire la facture du premier est enregistrée en premier lieu, la facture du 2, les factures du 3, les factures du 4, les factures du 5. Mais avant de les enregistrer, il faut prendre le soin de les ranger. Ranger quoi? Les pièces comptables. Donc, il y a d'abord la réception des pièces. Il faut réceptionner les pièces. Ensuite, il faut trier les pièces par ordre de nature. Les factures d'achat à part, les factures de vente à part, les factures de caisse à part, les factures de banque à part. Ensuite, faire le chrono des pièces selon les dates. Il faut toujours avoir un critère pour pouvoir passer les écritures. Même si le système les range automatiquement, ce n'est pas grave. Vous, déjà, vous pouvez les ranger selon l'ordre chronologique. Alors, on vous dit qu'en entreprise, il existe plusieurs types de journaux aussi. Voilà. Dans les logiciels de gestion, il y a le journal achat qui enregistre les opérations d'achat. Il y a le journal vente qui enregistre les opérations de vente. Le journal caisse qui enregistre les opérations traitées en espèces. Le journal banque qui enregistre les opérations effectuées par chèque. Voilà. Et le journal OD qui enregistre toutes les autres opérations, autres que achat, vente, caisse et banque. Il s'agit de quel type d'opération? Il s'agit des opérations, je vous donne le tuyau rapide. Des opérations qui sont au niveau du compte 61 jusqu'à plus. Les opérations qui sont au niveau du compte 72 jusqu'à plus. Mais quel type d'opérations spécifiquement? Les écritures d'amortissement, les écritures de régularisation qui sont rien d'autre que les écritures de correction. Voilà, correction ou rattrapage écriture. Les écritures d'impôt, les écritures de services extérieurs, voilà, et les autres services. Alors, comme document comptable, obligation comptable, on a ce qu'on appelle le grand livre. Le grand livre, en réalité, il constitue la matérialisation des opérations qui sont passées au débit, au crédit. Alors, à l'école, on nous apprend que le grand livre, je vous donne ce secret, c'est ce qui est le contenté. Le contenté en entreprise, c'est ce qui est le grand livre. Quand vous faites un contenté, vous allez matérialiser ce contenté sur un compte. Vous allez regarder les opérations qui sont passées au mouvement débit de ce compte, au mouvement crédit de ce compte et tirer le solde. Alors, c'est pareil. Pour ceux qui ont déjà expérimenté les logiciels de gestion comptable, vous allez voir qu'en tirant les grands livres de compte, il y a forcément les opérations qui sont passées au débit, les opérations qui sont passées au crédit du compte, et ensuite le solde du compte. La balance générale des comptes, qui est un autre aussi document, voilà, comptable obligatoire, qui est un état récapitulatif qui fait apparaître en fin de période le solde mensuel, le solde annuel, voilà, et les cumuls, l'historique des soldes de fin d'exercice, les historiques des mouvements effectués au cours de l'exercice et les soldes finaux pour une période donnée. Voilà. Et la balance générale des comptes, il existe des balances générales de 4 colonnes, de 6 colonnes, de 8 colonnes, d'autres même vont jusqu'à 12 colonnes. Celle qui est le plus généralement utilisée pour pouvoir être traitée de façon explicite, c'est celle de 6 colonnes. Voilà. N'oubliez pas de toujours tirer une balance de 6 colonnes pour faire vos traitements de données.
Il y a ce qu'on appelle comme document comptable important, les livres d'inventaire. Ce sont les livres détaillés, voilà, qui correspondent aux situations historiques et à venir, telles que les inventaires, le livre d'inventaire d'immobilisation, le livre d'inventaire des stocks, le livre d'inventaire des clients, fournisseurs, bancaires, impôts et CNPS. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle d'inventaire, il s'agit seulement que des immobilisations. Non, du tout pas. Il ne s'agit pas seulement que des immobilisations, mais il s'agit aussi des autres rubriques